Eh bien, bonsoir à tous. Je suis donc François-Marie Bréon. Je suis président de l'Association française pour l'information scientifique. Depuis la fin de l'année 2020, on a mis en place un certain nombre de webinaires à destination de nos adhérents, mais qui sont aussi ouverts à un public pour large, pour faire connaître la FIS. Donc, on a eu au mois de janvier un cycle de conférences sur le médicament. Et puis, donc, ce soir, on va avoir une conférence qui est vraiment d'actualité sur la crise du Covid. Et puis, à la fin de cette soirée, là, vers 19h tout à l'heure, je vous présenterai un petit peu les conférences qui sont à venir pour les prochains mois. Donc, je vais laisser la parole. Donc, on a ce soir, c'est un petit peu spécial. On a deux intervenants. On a le professeur Yves Hansmann qui actuellement est sur son vélo. Il est en train d'arriver. Donc, il est chef de pôle au CHU de Strasbourg. Il a déjà, donc c'est un intervenant de longue date à l'AFIS. Il a écrit plusieurs articles qui ont été publiés dans Sciences et Pseudosciences, en particulier sur la maladie de Lyme, mais aussi sur la crise Covid en cours. Et puis, docteur Nathan Peffer, donc, qui va commencer à parler. Lui, il est infectiologue aux hôpitaux de Paris. Il a écrit plusieurs articles aussi dans Sciences et Pseudosciences qui ont été publiés récemment dans les numéros là, que vous pouvez voir dernièrement. Donc, sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. Donc, j'arrête mon partage d'écran. Donc, normalement, là, vous voyez l'écran. C'est parfait, Nathan. Ok, super. Donc, je vais vous faire une petite introduction sur les traitements, effectivement, avant de répondre à vos questions, ce qui est probablement le plus important. Donc, moi, c'est Nathan Peffer-Smadja, je suis dans le service d'infectiologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard et je travaille en parallèle sur différents projets de recherche au sein de l'INSERM et de l'Imperial College à Londres. Voilà, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Alors, voilà, première chose à préciser, comme c'est demandé régulièrement et je pense à juste titre, j'ai l'avantage, entre guillemets, d'avoir aucun lien ni conflit d'intérêt. J'ai aucune espèce de lien avec l'industrie pharmaceutique ou quoi que ce soit. Alors, je vais faire en peut-être trois parties. D'abord, juste expliquer un peu comment on est parti pour la recherche thérapeutique dans ce contexte pandémique, hein, parce qu'avant de vous donner des traitements efficaces, je voulais dire finalement comment on a essayé de trouver des traitements efficaces, pourquoi il faut les chercher, et puis surtout comment on choisit les molécules à évaluer et quels ont été les principaux résultats de cette recherche clinique et thérapeutique sur une maladie nouvelle. Donc déjà, très simplement, pourquoi évaluer des traitements en contexte pandémique ? Eh bien, vous savez que quand le SARS-CoV-2 est arrivé, qu'il a été décrit au début de l'année 2020, on n'avait aucun traitement non seulement pour la Covid-19, la maladie liée au SARS-CoV-2, mais aucun traitement pour le MERS coronavirus, aucun traitement pour le SARS coronavirus. Donc aucun traitement pour les coronavirus auxquels on avait été confrontés et les différentes émergences. Et il semble nécessaire dans ces situations où on part de rien de connu, ce n'est pas une situation où on peut vraiment évaluer ou mettre en place un traitement déjà validé dans une autre maladie proche, eh bien, il est particulièrement important de vraiment partir de zéro, de chercher des candidats thérapeutiques et de les évaluer de façon fiable et on dirait proprement. Et donc, en fait, on a eu beaucoup de débats là-dessus, vous avez probablement suivi, c'est en fait, dans un contexte pandémique, il y a eu toute une mouvance un peu qui disait, on a une maladie partout, il y a un contexte d'urgence, il y a une pandémie, il faut traiter largement. Le problème, c'est que si la question s'était déjà posée pour Ebola, c'était déjà posée pour d'autres situations, en fait, traiter tout le monde, outre le problème qu'il n'y a pas de traitement validé, ça ne nous permet pas de savoir ce qui marche ou pas. Et en fait, le plus important dans un contexte d'urgence et de maladie infectieuse émergente, c'est d'acquérir des données pour évaluer et pour savoir quel traitement marche ou ne marche pas. Partant vraiment d'un principe central en médecine qui est que tout ce qu'on administre à quelqu'un peut faire du bien, tout comme ça peut faire du mal. Donc le principe de d'abord ne pas nuire. Et en fait, on était dans un contexte d'équipoise, c'est-à-dire l'équipoise, c'est la situation où on ne sait pas si un traitement est efficace dans une situation donnée. C'est l'incertitude totale. Et dans ce contexte d'équipoise, finalement, il est vrai qu'on soit pour une maladie bien connue, par exemple, je ne sais pas, un type de cancer où on n'a pas validé la meilleure chimiothérapie, mais il est aussi vrai pour une maladie infectieuse émergente urgente. Et donc ça, l'incertitude ne change pas
que la maladie soit nouvelle ou pas. Et le but des essais cliniques et de l'évaluation thérapeutique, c'est de dissiper cette incertitude et notamment d'essayer de voir si un traitement A est supérieur à un traitement B ou à l'absence de traitement. Et donc, l'essai clinique, c'est toutes les règles, tout ce qui est mis en place pour pouvoir, de façon fiable et qu'on peut communiquer aux autres médecins, aux autres chercheurs, valider si un traitement est mieux que l'absence de traitement. Et donc, il y a un certain nombre de règles dans la recherche clinique qu'on n'aura pas le temps de détailler, mais c'est assez bien repris, je trouve, par une philosophe qui est pas mal intervenue au début de cette pandémie, avec, je trouve, une parole très juste. C'est en médecine, sans essai clinique, il n'est pas aisé, je dirais même il est impossible, sans essai clinique, de distinguer une bouée d'un parpaing qu'on enverrait à quelqu'un en train de se noyer. Donc là, on était avec des patients qui étaient en train de se noyer, et la première priorité, c'était d'essayer de trouver des traitements en se donnant les moyens de savoir si ça marche ou pas. On ne pouvait pas donner des traitements sans l'associer à une façon de savoir si ça marche ou pas. Et donc, la deuxième question qui se pose dans ce cadre, c'est comment choisir quel traitement tester. Ça a été énormément posé et je pense il y a des réponses qui n'ont peut-être pas été assez développées, mais quand on choisit des candidats thérapeutiques, il y a vraiment un ensemble de connaissances qu'on utilise et notamment ça a été défini pour l'OMS, mais même avant cette pandémie, pour la maladie Ebola, il y a un certain nombre de critères pour choisir des candidats thérapeutiques. Et les critères, c'est des critères de base. Définis par l'OMS, des critères d'efficacité chez l'animal, des données de sécurité, la qualité de la chaîne de production, des choses qui sont indispensables, puis des critères pour prioriser quel traitement, et c'est une question qui se pose encore aujourd'hui quotidiennement, quel traitement prioriser dans l'évaluation. Il y a l'argumentaire théorique, c'est-à-dire est-ce qu'on a l'impression que ce médicament a une raison de marcher sur le virus, soit parce qu'il interagit avec son site d'interaction avec les cellules humaines, soit parce qu'il vient détruire les particules virales. Il y a la sécurité chez l'homme, et donc c'est bien d'avoir des médicaments dont on connaît la sécurité. Ça, c'est important pour les traitements, notamment repositionnés. Il y a les données sur le meilleur dosage à atteindre, la voie d'administration. On préfère une voie orale qu'une voie intraveineuse. Et puis, il y a des données d'efficacité qui vont commencer à émerger dans une maladie émergente très vite par des études observationnelles qui vont permettre de soulever des hypothèses. C'est ce qui a été fait initialement en Chine. Il y a différentes hypothèses qui ont été données. Et ensuite, un point extrêmement important pour l'OMS, c'est est-ce que ce traitement, s'il marchait, on aurait les capacités de production et de diffusion pour l'utiliser partout dans le monde. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de critères, c'est assez technique. Et en fait, dans la maladie au Covid-19, il y avait deux grandes cibles. C'est une maladie virale émergente. La première, c'était les antiviraux, puisqu'on a très vite su qu'on était face à une maladie qui a une première phase virale et une deuxième phase inflammatoire. Et donc, le traitement qu'on voulait évaluer dans cette deuxième phase, c'était les anti-inflammatoires. Donc, on a évalué des antiviraux, des anti-inflammatoires. L'OMS, très tôt, s'est réunie et a déterminé une liste de 4 candidats le 17 janvier 2020, donc très tôt dans l'histoire de la maladie, a défini 4 candidats repositionnés, parce qu'on n'avait pas de traitement adapté contre le Covid-19. Et ces 4 candidats, c'était le remdesivir, le lopinavir-ritonavir, l'interféron bêta-1A et l'hydroxychloroquine. Voilà. Chacun ayant une possibilité théorique de marcher, chacun ayant éventuellement des éléments pour les supporter dans cette maladie. Par exemple, l'interféron bêta-1, c'était le seul traitement qui était évalué actuellement contre le MERS coronavirus, avec un essai clinique randomisé, et les résultats préliminaires que l'OMS avait réussi d'avoir étaient encourageants. Donc, il s'est retrouvé là. L'opinavir-ritonavir pour différentes considérations antivirales, puis le remdesivir, parce que c'était un antiviral anti-Ebola, qui avait des raisons d'avoir une activité antivirale. L'hydroxychloroquine également. Donc finalement, moi je me souviens quand j'ai commencé à faire un peu des tableaux des candidats, notamment avec l'INSERM et Reacting, là c'était un tableau que j'avais fait en avril, mais ce n'est pas le premier que j'ai fait, on avait commencé dès janvier, on listait des candidats selon différents mécanismes de fonctionnement à différents stades de la maladie. Et donc, on avait des inhibiteurs de réplication virale, dont l'hydroxychloroquine, on avait des inhibiteurs d'entrée virale, des choses qui pouvaient booster la réponse immunitaire antivirale. Et puis, à la deuxième phase, tout ce qui est anti-inflammatoire et immunosuppresseur. Donc, avant même qu'on discute de ces traitements, on avait identifié très tôt tous ces traitements, y compris les corticoïdes, très tôt. Et puis, chacune de ces molécules, on les avait positionnées dans un certain nombre d'essais cliniques français. Et finalement, on couvrait assez bien les grands candidats thérapeutiques en France, avec des problèmes qu'on a eu notamment de recrutement. Mais l'autre chose qu'on avait regardé très tôt, donc à la même période en avril, c'était qu'est-ce que les gens testent. Et on s'est rendu compte très tôt d'un problème dont on pourrait parler pendant des heures, des causes, mais qu'il y avait une répartition totalement hétérogène des essais cliniques qui étaient menés sur les différentes molécules.
par exemple, des molécules qui semblaient tout à fait prometteuses. La méthylprénisolone, c'est les corticoïdes. Eh bien, quand on avait regardé en avril, il n'y avait quasiment pas d'essais cliniques qui s'intéressaient aux corticoïdes. Alors qu'à la même période, il y avait énormément d'essais cliniques qui s'intéressaient à l'hydroxychloroquine ou de l'opinavir-ritonavir. Donc, il y a eu cette répartition qui a été très biaisée en faveur de l'hydroxychloroquine très tôt. C'est retrouvé de très loin le traitement le plus évalué de la planète pour la Covid-19. Donc, on a différentes manières de voir ça. Donc, on avait participé notamment à un travail automatisé d'évaluation des traitements en France. Donc, on regardait tout ce qui était testé dans le monde au jour le jour. On avait automatisé un site web et on s'est rendu compte de la même chose, c'est-à-dire que quand on regardait combien de personnes devaient être incluses dans des essais sur l'hydroxychloroquine, on avait plus de 200 000 quand on a fait ça, donc en mai, alors qu'on avait pour l'ensemble des autres antiviraux moins de personnes qui devaient participer à des essais cliniques. Donc cette répartition tout à fait biaisée en faveur de l'hydroxychloroquine des essais cliniques est quelque chose qu'on a très tôt signalé, puisque finalement, en mettant tous ses œufs dans le même panier, c'est un souci, quels que soient finalement les mérites de ce candidat. On pourrait parler encore longuement des mérites justement de ce candidat. Bon, alors, voilà, le problème de la recherche, je dirais, ça a été l'inégalité de la répartition des essais cliniques. Mais il y a eu des points positifs, et ça, on pourra aussi en parler, notamment en France, pour avoir participé beaucoup à ça, il y a eu des gros efforts sur la réglementation de la recherche et l'accélération, on va dire, de la recherche, sans rentrer dans le détail. Il y a eu des essais cliniques internationaux qui ont été exceptionnels, notamment l'essai clinique anglais qui s'appelle Recovery, qui a réussi à inclure des dizaines de milliers de participants et d'évaluer très proprement de nombreux traitements. Et c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui un traitement efficace, à savoir les corticoïdes. Il y a eu l'essai Discovery, qui a connu une inclusion extrêmement rapide au début, puis qui s'est un peu tassé en France, alors, du fait de la diminution de nombre de cas. Et puis, je pense aussi d'une certaine défiance vis-à-vis de la recherche clinique qu'on a connue en France peut-être plus qu'ailleurs. Et bon, pour passer peut-être au point le plus important là, que je voulais discuter avec vous, au-delà des problématiques de recherche, aujourd'hui avec la Covid-19, grâce à cette recherche qui a pu être menée, grâce aux essais randomisés qui ont été faits à différentes phases de la maladie, par différentes équipes dans le monde, on commence à avoir un peu une meilleure aperçu de ce qu'on peut faire pour les patients, sachant qu'on a peu de traitements tout à fait validés. On a, ça c'était pas l'objet de la présentation, mais des vaccins pour la Covid-19 qui servent à la prévention, la prophylaxie. Ça, on a plusieurs vaccins homologués, c'est une très bonne chose. On a des traitements qui sont en cours d'évaluation après l'exposition au virus. Donc le vaccin, c'est avant l'exposition. On a des traitements post-exposition qui sont validés notamment dans cette indication aux États-Unis qu'on n'utilise pas encore en France. Seule l'Allemagne en utilise en Europe, qui sont des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2. Et ça, c'est vraiment là-dessus que se concentre probablement la recherche à l'heure actuelle, la recherche thérapeutique, c'est vraiment autour de ces anticorps monoclonaux pour trouver leur place, trouver lequel est le meilleur, il y en a de très nombreux, et puis trouver leur efficacité contre le virus normal et contre les variants. Un gros enjeu de la recherche clinique. À la phase précoce, vous le savez, on a différents candidats, mais malheureusement, à la phase précoce de la maladie, il n'y a rien qu'à fait la preuve de son efficacité parmi les traitements antiviraux. Ce n'est pas forcément très étonnant dans la mesure où on n'a pas d'antiviraux efficaces pour la plupart des maladies respiratoires virales. Voilà, une grippe sévère, on a un traitement qu'on utilise, mais qui a une efficacité extrêmement limitée, par exemple le Tamiflu contre la grippe, mais que ce soit le MERS, que ce soit le SARS, que ce soit d'autres viroses respiratoires, on n'a pas de bon traitement à la phase initiale. Donc, on est en cours de test, aussi bien d'antiviraux oraux, sachant que beaucoup ont été éliminés, l'opinavir, ritonavir, quasiment toute la liste de l'OMS initiale, c'est à montrer une absence d'efficacité de ces candidats qui avaient été pourtant choisis parmi les plus prometteurs. Ça, c'est un état de fait. Parmi les candidats thérapeutiques, aucun n'a marché. Donc, on continue en prenant parfois les mêmes molécules, mais en les donnant différemment. Donc là, les aérosols d'interféron bêta-1 sont évalués en France. On essaye d'autres molécules antivirales, donc qui ont été développées cette fois-ci précisément pour la maladie Covid-19. Et puis, le traitement, la pierre angulaire du traitement à l'heure actuelle de la maladie, elle est dans un contexte hospitalier, où ce qui a prouvé sans aucun doute son efficacité chez les patients hospitalisés, c'est les corticoïdes. C'est le seul traitement qu'on utilise régulièrement, qu'on utilise de façon validée chez tous les patients Covid qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'oxygène, selon les données de l'essai clinique Recovery. Et puis, après, on fait ce qu'on a l'habitude de faire et qui est souvent méprisé, je trouve, dans la prise en charge. On fait de la prise en charge hospitalière, une surveillance des paramètres hémodynamiques, de la kinésithérapie respiratoire.
on fait un suivi biologique et on prend en charge les complications d'organes, hein, puisqu'on est face à une maladie grave, donc elle se complique éventuellement, problèmes hépatiques, de problèmes rénaux, parfois de problèmes neurologiques. Donc tout ça, ça demande un certain degré de prise en charge. On administre de l'oxygène avec des grosses particularités. Je ne suis pas concentré là-dessus, mais on a différents moyens d'administrer de l'oxygène et on est obligé de jongler avec ces différents moyens. On a appris à utiliser dans les services de maladies infectieuses, notamment ou de pneumologie, peut-être de l'oxygène avec des modalités un peu plus invasives, alors qu'habituellement, on réservait ça aux réanimations, mais du fait du manque de lits en réanimation, on a été obligé, et ça fait des mois, qu'on utilise de l'oxygénothérapie à haut débit, des paramètres, des modalités de ventilation non invasive, ce qui demande vraiment une expertise, hein, sur le plan respiratoire. Et puis, voilà un peu l'aperçu. Alors, il y a des essais cliniques qui ont lieu sur les traitements anticoagulants qu'on utilise afin d'éviter les complications par thrombose ou formation de caillots dans les vaisseaux. Donc, on l'utilise également régulièrement. Et là, on l'utilise on s'appuie sur les données dans le cadre de maladies inflammatoires au sens large. Les traitements anticoagulants pour prévenir les thromboses sont validés pour l'ensemble des pathologies inflammatoires à la phase aiguë, dont Covid-19. Mais il y a des essais cliniques qui sont en train d'émerger pour savoir à quelle dose il faut l'utiliser, quelles sont les meilleures modalités d'utilisation de ces anticoagulants. Donc, voilà un peu le paysage très global, hein, de la recherche thérapeutique et de la prise en charge de la Covid-19, qui malheureusement, pour l'instant, ne nous a pas apporté énormément de traitements convaincants. On pourra parler de différents cas particuliers, hein, chaque molécule a son histoire. Vous avez dû entendre parler, il y a l'hydroxychloroquine, il y a le remdesivir, chacune a été évaluée, il y en a plein d'autres, hein, je ne sais pas pourquoi ces deux-là ont cristallisé toute la discussion, mais voilà, on essaye vraiment, nous, de s'astreindre de tout ce contexte politique ou parfois médiatique autour d'un traitement ou de l'autre pour l'évaluer dans le cadre le plus adapté et le plus rigoureux possible. Merci Nathan. Yves nous a rejoint. Yves, tu peux mettre ton micro, peut-être une caméra si tu en as. Et donc, vous pouvez juste… bonjour Yves. Voilà, bonjour. Donc, on te laisse un quart d'heure de parole. Tu as tes diapositives et on prendra après toutes les questions. Il y a déjà une douzaine de questions qui ont été posées dans les questions-réponses en bas. Ok, donc merci pour me proposer donc de parler effectivement de la Covid. Donc, on s'est effectivement un petit peu arrangé avec Nathan pour être assez complémentaires. Moi, ce que je vous propose, c'est une vision un petit peu différente par rapport à la Covid, où je voulais revenir sur l'organisation qui a été celle d'une épidémie tout à fait évidemment hors du commun. Et je pense qu'il nous a appris beaucoup de choses. Donc, ce que je propose, c'est de jeter un petit peu un regard sur l'organisation, avec en particulier les relations qui ont pu être, qui sont mises en place autour de la médecine, de la science et de la politique. Ce sont des relations qui sont, à mon avis, indispensables, mais qui ne sont pas habituelles. Et donc, on a dû faire appuyer un petit peu sur mon expérience à travers ce qu'on a vécu dans l'Est de la France. Alors, pour commencer, je voulais juste un petit peu vous proposer, disons, le schéma que j'utilise un petit peu quand on fait un petit peu ce genre de communication sur l'organisation globale telle qu'on l'a vécue, mais je pense que c'est la même chose dans tous les secteurs, dans toutes les régions de France, avec plusieurs acteurs qui n'ont en général pas l'habitude de travailler ensemble. Bien sûr, il y a le système de santé qui est ici, qu'on voit bien, qui a assez souvent l'habitude quand même de travailler avec les autorités sanitaires, les agences régionales de santé. Mais là, il y a deux partenaires, on va dire, supplémentaires qui se sont rajoutés, qui sont les autorités donc de l'État en région, donc là, il y a les préfectures, et puis les acteurs politiques. Alors, avec chacun leur spécificité qu'on a dû apprendre à maîtriser. Au début, il y avait pas mal de critiques. Moi, le sens, c'est pas de critiquer. On a dû apprendre, disons, à se connaître et à travailler ensemble. Et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes, même s'il y a eu pas mal de problématiques qui se sont posées au fur et à mesure de l'épidémie. Donc, avec leurs défauts et leurs avantages que j'ai mis un petit peu là sur la diapo, les agences régionales
qui sont obligés de faire avec beaucoup d'acteurs de santé, beaucoup de départements qui ont l'habitude un petit peu d'avoir des propos plutôt unidirectionnels, la préfecture qui a l'habitude de la logistique, de prendre des décrets pour mettre en place des règles, et puis les acteurs politiques qui sont souvent un petit peu, qui vont dans des directions différentes selon leur appartenance, évidemment, ce qui crée parfois un petit peu des tensions également et des difficultés d'organisation et d'entente. J'ai voulu mettre en lien ce schéma, on va dire, un peu personnel avec le schéma de l'organisation plus nationale, plus officiel, tel qu'il est proposé. Donc, j'ai sorti cet algorithme du site du ministère des Solidarités et de la Santé, donc quelque chose d'extrêmement officiel. On voit une procédure extrêmement descendante, puisque il y a cette structure entre l'État au plus haut niveau, les directions générales de la santé, les ARS et puis les préfectures de zones, de départements, et qui aboutissent, vous voyez tout en bas, aux établissements de santé, SAMU, à la médecine libérale, avec d'emblée quelque chose qui me frappe, c'est ma première remarque un petit peu personnelle, c'est que il manque un petit peu cette flèche vers le haut, c'est-à-dire qu'on est dans une structure extrêmement descendante, et c'est un petit peu sur ce point que je voulais rebondir à différents niveaux. Je pense qu'il est important, et c'est une des choses que je pense on a appris ou qu'on aimerait qui reste dans l'avenir, c'est que l'échange ne peut avoir lieu que quand il y a vraiment un échange, c'est-à-dire que quand la discussion va dans les deux sens. Et je reconnais on peut critiquer, mais autour de l'épidémie, il y avait évidemment ce côté descendant, mais à un certain moment, on nous a bien sollicité également pour faire remonter des informations, et à certains moments, il y a eu un vrai échange. Donc, ce n'est pas que dans la critique tout à fait négative que je serais, mais dans l'idée de voir quels sont les éléments constructifs qu'on peut prendre pour essayer de progresser dans cette organisation. Alors, si on essaye de revenir à ma thématique que je vous ai proposée, c'est-à-dire des liens qui sont entre les trois structures politiques, médicales, scientifiques, il me paraissait intéressant dans un premier temps d'abord de rappeler qu'entre médecine et scientifique, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a certains médecins qui sont des scientifiques, certains scientifiques qui sont des médecins. Moi, personnellement, donc, je suis médecin universitaire, donc j'ai une certaine balance scientifique, mais ce n'est pas le cas de tous les médecins. Donc, parfois, on oublie que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être médecin et d'être scientifique. Le médecin ou le système de santé, il est là pour soigner les gens, pour prendre en charge les problèmes de santé. Le scientifique, il est plus là pour essayer de récupérer les informations, de les étudier, de les interpréter selon ce qui, moi, me paraît le plus important, c'est-à-dire une méthode. La science, c'est avant tout une méthode qu'on applique, une méthode qui sert, à partir d'un certain nombre d'informations, de données, d'observations, de tirer un certain nombre d'informations qui sont utiles. Donc, vous voyez les flèches telles que je les ai positionnées, le scientifique va plutôt aller donner des informations, en particulier aux politiques, et le politique est tout à fait dans son rôle quand il prend des décisions, et ces décisions doivent être appliquées par les acteurs de santé, donc le système médical au sens large, je veux dire hospitaliers, libéraux, médecins ou tout autre acteur de santé. Donc, je pense que ce schéma est important, je pense que c'est des choses qui sont importantes dont il faut tenir compte. Alors, j'ai rajouté à côté d'information le côté influence, et je pense que c'est un point qui est important, puisque dans ce qui nous regroupe ce soir autour de la réflexion, on a l'impression qu'il y a eu un petit peu un rôle d'influenceur pour reprendre des propos, on va dire, un petit peu à la mode, autour en particulier de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que notre société est également devenue un petit peu une société où les influenceurs, au sens très large, ont un rôle important. Et j'ai l'impression que dans la première partie de l'épidémie, ça a été largement débattu. Le positionnement des scientifiques au sens large a été extrêmement central, et ils avaient un petit peu ce rôle peut-être d'influenceurs, c'est-à-dire qu'ils allaient donner des informations à tous les acteurs, que ce soit politiques ou médicaux, et ils avaient un rôle un petit peu central. Et donc, on s'est assez vite retrouvé avec, j'ai pris cette image pour illustrer ça, ces relations entre politique d'un côté, scientifique de l'autre, avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Donc, je ne vais pas rentrer dans le cas de ces polémiques, je pense que ça peut être intéressant, mais disons, ce n'est pas le sujet de ce que je vais vous montrer ce soir. Mais si on revient un petit peu en arrière, je pense qu'actuellement, la politique est en train de reprendre un petit peu une place d'influenceur en essayant d'impacter un petit peu plus notre société et en essayant, disons, de marquer un petit peu
le terrain avec le pouvoir de décision qui n'est pas forcément là pour être discuté à tout va, mais qui doit faire avancer les choses. En même temps, ce n'est pas toujours évident. Je reviendrai après sur l'histoire un petit peu des vaccins. Alors, là, ça paraît pas tout à fait comme je voulais. Pour illustrer un petit peu ces relations entre politique et science, pour aller quand même dans quelque chose d'un petit peu, une question qui est restée en suspens, vous savez certainement qu'il y a eu quand même une interférence entre le monde politique et le monde scientifique, avec cet article, par exemple, je prends cet exemple-là, qui a été publié dans une revue qui s'appelle Asian Journal of Medicine et qui a été publié, qui est sur la gauche, ça n'apparaît pas tout à fait comme il se doit sur le diaporama, mais c'est un article qui a été publié qui avait pour objectif de confirmer, entre guillemets, l'efficacité de l'azithromycine et l'hydroxychloroquine au cours de l'infection à Covid en préventif ou dans une utilisation très précoce avant que les gens soient hospitalisés. Et cet article a été clairement publié sous l'influence d'un certain nombre de politiques qui étaient d'ailleurs dans les auteurs. Et c'est d'ailleurs cet article qui a donné lieu à un canular qui a été largement médiatisé, qui a permis, c'est ce que vous voyez sur votre droite ici, de montrer combien ces revues dites prédatrices acceptaient des publications d'un niveau scientifique extrêmement douteux, puisqu'ici c'était carrément un canular d'un bout à l'autre, avec des noms d'auteurs, comme vous le voyez, qui étaient évidemment extrêmement peu crédibles, et un texte qui était tout aussi peu crédible. Ça pour montrer qu'en fait, actuellement, dans le monde scientifique, on peut publier un petit peu ce qu'on veut sur ces revues prédatrices, et ça n'a pas beaucoup de valeur scientifique, et c'est un jeu qui est joué par certains politiques sur lequel je reviendrai un petit peu. Donc cette influence politique scientifique, elle est bien là, et elle n'est pas toujours très aidante pour faire la part des choses entre des éléments scientifiques qui sont, on va dire, sérieux, et des choses qui sont plus difficiles à interpréter, ou qui sont carrément d'éléments totalement critiquables, voire même délirants. Alors en pratique, la relation politique-système de soins, plusieurs acteurs, donc les ARS avec la déclinaison régionale des décisions politiques sanitaires. Dans notre expérience, ça a été très important, par exemple, pour ouvrir des lits de réanimation ou donner des autorisations pour des services qui n'avaient pas l'habitude de faire de la réanimation ou de la réanimation sous d'autres formes, en particulier qui avaient l'habitude d'avoir des anesthésistes pour le post-opératoire, mais qui pouvaient également être parfaitement compétents pour faire de la réanimation. Et donc, l'ARS a joué un rôle important dans l'organisation des soins au niveau régional. La préfecture également a eu un rôle extrêmement important pour mettre en place l'application des décisions politiques, sociales, avec, par exemple, dans l'Est, très précocement dans le Haut-Rhin, par exemple, la fermeture des écoles, avant même qu'on parle de confinement, l'annulation d'événements culturels ou sportifs, où on a eu un échange tout à fait constructif entre la préfète et nous en disant « mais quel est le risque ?» On a été amené à se prononcer pour annuler un certain nombre de ces éléments qui regroupaient beaucoup de monde. Et puis évidemment, tous les décrets qui sont mis en place dans les régions en termes de confinement, de port du masque. Donc là également, il y a eu un échange assez réel entre les préfectures et les acteurs de santé. Et puis les politiques, avec, dans mon expérience personnelle, plusieurs interactions. On a eu droit à 2 visites de Premier ministre avec disons, des objectifs totalement différents. Le premier en mai, avec plutôt un objectif d'être, de faire une réunion de travail pour comprendre un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Et puis, un autre objectif qui était un peu plus tardivement au mois de novembre, avec un objectif plus de communication. Mais on sait que c'est important également pour que l'ensemble de la population puisse avoir les informations qu'il faut. Et alors, qu'en est-il de l'hôpital ? Dernier point, c'est concernant le fonctionnement de l'hôpital. Là également, je voulais partager avec vous une sorte d'expérience un petit peu particulière où on a eu un petit peu la surprise, par exemple, sur des principes qui nous ont été donnés par le ministère, d'optimiser le parcours de soins, d'utilisation de la totalité des places disponibles. C'est un petit peu étonnant qu'on fait cette recommandation du ministère parce que ça va de soi. Les services hospitaliers ne sont pas là pour faire des investigations comme j'ai noté, mais sont là vraiment pour hospitaliser les personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est une journaliste qui m'avait demandé si on avait ouvert un service dédié au Covid long
C'est un peu étonnant pour nous qui sommes dans la tourmente avec la prise en charge de patients qui sont entre la vie et la mort. Alors bien sûr, on prend en charge les patients Covid long, mais c'est pas dans le cadre d'une hospitalisation, c'est en ambulatoire qu'on fait ça. Et tout ça, c'est un fonctionnement qui relève un petit peu de l'hospitalisation comme elle existait il y a 20 ans. Et donc, moi, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'on fait à l'hôpital et de la priorité qu'on donne pour les patients qui sont absolument indispensablement hospitalisés du fait de leur état de santé. Et quand on voit la nécessité de rationaliser le recours aux lits de soins critiques aux seuls patients le nécessitant, ce sont des évidences, mais ce sont des textes et des phrases qui sont tirées de décrets ministériels et c'est un petit peu étonnant. Alors pour aller vers la conclusion, il me semblait intéressant aussi de partager avec vous, et je vous incite éventuellement à lire les 2 rapports parlementaires qui ont été publiés au début du mois de décembre par l'Assemblée nationale et par le Sénat. C'est intéressant puisqu'on revoit un petit peu les différents acteurs que j'ai déjà évoqués, avec par exemple dans le rapport de l'Assemblée nationale des acteurs politiques qui, pour la plupart, sont extrêmement sérieux, je pense, mais il y a quand même des acteurs qui sont un peu moins sérieux. Je vais citer Martine Bonner, qui est une députée de la région, qui a quand même eu beaucoup d'interfaces avec Christian Perron, qui s'est fait valoir sur des prises de position, on va dire, complotistes. Donc, c'est un point qui est important de savoir que, finalement, dans le monde aussi bien scientifique que politique, toutes les personnalités n'ont pas forcément la même ligne de pensée, peuvent être relativement critiquées. Et dans le rapport parlementaire du Sénat, dans le rapport du Sénat, on va être plus sur des acteurs comme la préfète et les directeurs de l'ARS qui ont, on va dire, une expérience de terrain qu'il est important de partager. Donc, globalement, ce qu'on peut retenir par là, c'est qu'il y a peut-être probablement même un problème de personnalité, ça on le sait, qui va jouer. Et puis, la volonté d'essayer de redémarrer. Alors là, j'ai tiré cet encart à droite du rapport du Sénat, où on parle de repartir sur une année zéro. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je suis plus dans l'amélioration, l'évolution, plutôt que dans la révolution. Mais tout ça, ce sont des décisions politiques et qui peuvent être utiles. Alors, je pense que pour finir cet exemple d'un fonctionnement qui marche, c'est-à-dire de rapport entre le politique, le médical qui fonctionne. À titre d'illustration, là, vous avez une photo qui représente notre centre de vaccination, une des antennes de notre centre de vaccination. On voit vraiment au sein d'un hôpital la rencontre entre notre directeur général qui est ici en veste noire, notre médecin vaccinateur qui est en blouse blanche, la maire de Strasbourg et l'adjoint maire qui est délégué, qui est médecin, c'est pour ça qu'il porte une blouse et qui est délégué aux problèmes de santé. Et autour des centres de vaccination, c'est vrai qu'il y a eu une interaction entre les différents acteurs, à la fois politiques, médicaux, bien sûr scientifiques, puisque sans les scientifiques, on n'aurait pas eu à la disposition le vaccin, et qui a permis de mettre en œuvre le plus rapidement possible les centres de vaccination, avec l'interface avec la médecine de ville, telle que peut le faire cette interaction entre les différents acteurs. Donc, je pense que c'est un exemple de quelque chose qui peut également fonctionner, même si on a une vision parfois un petit peu critique. En conclusion, je pense qu'on peut revenir un petit peu sur cette thématique avec un scientifique qui comprend, le politique qui décide et le système de santé qui agit. Je pense que c'est une vision un petit peu globale. Pour votre réflexion, à gauche, je vous ai mis un petit mot de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Un trop humain virus ». C'est un philosophe strasbourgeois que je connais un petit peu, qui a cette réflexion qu'il faut savoir analyser, tirer profit de ce que la situation nous a appris, que l'épidémie est un miroir grossissant de notre monde. Je pense que c'est parfaitement vrai. Et puis l'exemple de la vaccination, où on a l'impression que la communication est extrêmement importante. Et je vous propose un petit peu cette ouverture sur le FOMO, qui est ce syndrome, je ne sais pas si vous connaissez, où on va peut-être beaucoup insister sur des éléments qui peuvent être des éléments, on a dans notre société parfois peur de louper quelque chose, et une communication très forte qui est faite sur la vaccination me fait peut-être penser sur le succès ou peut-être le trop grand succès qu'on a, puisqu'on n'est plus en mesure de vacciner toutes les personnes qui le demandent, c'est qu'on a peut-être créé une sorte de besoin très important et on n'est pas tout à fait en mesure d'y répondre. Et là également, le politique a un rôle qui est important. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai à peu près tenu le temps et ça permet d'avoir un petit peu le temps de répondre à vos questions, en espérant avoir répondu à votre demande. Super, merci Yves, merci Nathan. Alors, la manière de procéder, je vais reprendre la main. Donc, je vais repartager
Voilà. Donc, j'ai rassemblé les questions dans un PowerPoint. Alors, je vais les lire. On verra entre Yves et Nathan ceux qui ont envie de répondre, celui qui a envie de répondre ou tous les deux. Juste une remarque avant de commencer par les questions. Une remarque d'un ami donc vétérinaire qui dit que le schéma que Yves a décrit, c'est exactement le même qu'il retrouve aujourd'hui dans le cadre de la grippe aviaire pour les volailles. Donc ça, c'est une remarque. Donc, je vais prendre les questions une par une et vous me dites lequel de vous deux peut vous répondre. La question, c'est la mortalité en hôpital a-t-elle baissé en 9 mois? Si oui, de combien, enfin de manière significative ou pas? Et si oui, pour quelles raisons? C'est quoi les éléments majeurs de changement de prise en charge qui pourraient faire qu'on meurt moins à l'hôpital du Covid? La mortalité probablement a baissé. On a l'impression, pour plusieurs raisons. Il me semble que déjà l'utilisation des corticoïdes, qui, comme je vous disais, a un traitement qui permet probablement une diminution entre 20 et 30% de la mortalité chez les gens qui ont besoin d'oxygène, en sachant que dans l'essai anglais qu'il a testé, on partait d'une mortalité extrêmement élevée. L'autre point, c'est que la mortalité, on a l'impression qu'elle est quand même assez bien corrélée à la charge de soins, et notamment la charge de patients. Et quand on est avec un système saturé, où il n'y a plus de lits d'hospitalisation, où il n'y a plus de lits de réanimation, il y a des données qui montrent que la mortalité augmente. Et ça, on a quand même réussi, comme le disait M. Hansmann, à s'adapter, à ouvrir éventuellement des lits de réanimation, à prendre en charge des patients qu'on ne pouvait pas prendre en charge en dehors de la réanimation, avec des modalités de ventilation un peu plus invasives dans d'autres services. Donc, on est moins... Il y a moins cette explosion qui a empêché parfois une prise en charge dans des excellentes conditions. Donc, je dirais corticoïdes, adaptation quand même et flexibilité du système de soins, et qui a permis, à mon avis, de notablement faire baisser la mortalité. Le pourcentage, c'est très difficile parce qu'elle a beaucoup varié, elle dépend des pays. Je ne pourrais pas vous donner comme ça de pourcentage de baisse de mortalité. Alors, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathan. Juste pour apporter des éléments, juste un élément complémentaire, on a essayé de voir effectivement dans notre établissement s'il y avait une baisse de la mortalité, mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de biais. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on hospitalise des personnes plus âgées que lors de la première vague. Et donc, du coup, on a une mortalité qui reste assez importante, mais on a une population qui est beaucoup plus à risque. Et donc, à notre échelle, à l'intérieur de l'hôpital, on n'arrive pas à avoir cette visibilité, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nathan. Je pense qu'on a diminué un petit peu la mortalité, mais c'est difficile à évaluer et à chiffrer de façon précise. Oui, ça c'est un point, je pense, vraiment crucial quand on compare, et ça rend difficile les conclusions en dehors d'essais randomisés. C'est que la population à laquelle on s'intéresse change radicalement la mortalité. Et donc, on ne peut pas dire ce centre, finalement, il a moins de mortalité qu'un autre. On ne prend pas du tout en charge les mêmes patients, et notamment selon les moments de la pandémie, on n'hospitalise pas du tout le même profil de patient. Donc, ça c'est un point ultra important, et je le signale parce que beaucoup d'argumentaires ont été regarder la mortalité de notre centre, alors que on peut très bien être amené dans certaines phases tranquilles, entre guillemets, de l'épidémie, à hospitaliser tout le monde pour surveillance. Dans ce cas-là, on n'a pas du tout la même mortalité que si on hospitalise des patients transplantés avec un état respiratoire ou des nombreuses maladies chroniques à un stade avancé. Merci. Question, donc je la lis il semblerait que les variants du SARS-CoV-2 aient émergé dans des pays comme le Royaume-Uni ou le Brésil, où les gouvernements n'avaient pas pris toute la mesure de la pandémie. Est-ce vrai? Et si oui, est-ce qu'il y a une corrélation, une causalité? Voilà, est-ce que vous pouvez commenter cette assertion-là? Alors, je vais prendre la parole, comme Nathan a répondu tout à l'heure. Là aussi, c'est difficile d'avoir un regard très précis sur ce qui se passe dans les autres pays. Ce qui est sûr, c'est qu'au Royaume-Uni, où ont émergé les variants anglais, ça a été clairement corrélé à une augmentation, à cette fameuse vague qui a été extrêmement délétère en Angleterre. Mais ce que je voulais dire, c'est effectivement d'un pays à l'autre, les mesures qui sont mises en place sont extrêmement différentes. Donc, c'est très difficile de savoir quel est l'impact de ces mesures en termes d'épidémie et en termes de diffusion d'un certain nombre de virus. Il est clair que dans un pays qui confine fortement ou qui prend des mesures, on va dire, qui vont permettre d'éviter
la circulation du virus, quelles que soient les mesures qui soient prises, puisqu'on a tous des habitudes qui sont aussi un petit peu différentes. On a vu ça entre la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, la différence entre l'été et l'hiver. Tout ça, à mon avis, interagit avec la façon dont le virus se transmet. Et tous ces paramètres sont extrêmement difficiles à analyser ensemble. Les pays où sont apparus ces variants, ce sont des pays où effectivement les mesures de restriction étaient plus lâches, que ce soit en Grande-Bretagne ou au Brésil. De là, avoir une causalité entre les deux, c'est très difficile de conclure. Mais ce qu'on peut remarquer également, et ça je l'ai bien vérifié, par exemple en Grande-Bretagne, à partir du moment où ils ont mis en place un vrai confinement, on va dire, ils ont réussi à casser la courbe épidémique, c'est-à-dire que maintenant ils sont en courbe descendante, c'est-à-dire que la situation est de nouveau en train d'être maîtrisée, bien qu'il y ait toujours autant de variants anglais. Donc ce variant anglais, on arrive à le maîtriser quand on met en place les mesures qui correspondent. Donc c'est vrai qu'on a envie de voir un petit peu une relation entre ces deux éléments, bien que ce ne soit pas une preuve à proprement parler. De ta question, on va passer à la question d'après sous-jacente, et de dire que plus le virus circule, plus il a des chances de muter et plus il a des chances de faire des variants qui sont problématiques, et que ça serait un argument pour dire que c'est pas forcément une bonne idée, en plus de tous les arguments, de laisser courir la pandémie. Est-ce que ça c'est vrai de dire ça ? Oui, tout à fait. Disons, c'est un petit peu l'idée. Alors, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, mais cette idée, il y a quelques arguments qui pourraient aller dans ce sens-là. Et c'est effectivement une idée relativement intéressante. On voit bien effectivement que le virus, on va dire, a tendance à muter beaucoup, et plus il y en a, et plus ça circule, plus ça mute. Je ne sais pas si on peut faire cette comparaison. Nathan, tu m'arrêteras peut-être, mais enfin, c'est un petit peu en analogie, peut-être ce qu'on peut voir aussi avec le VIH d'ailleurs. Mais c'est une analogie très, très, très éloignée. Je ne vais pas faire de comparaison de ce type-là, mais il y a une idée comme ça qui pourrait être intéressante, effectivement. D'accord. Question. Alors, au début de l'épidémie, on a beaucoup parlé des dangers des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Ouais. Très, très rapidement, en fait, il y a eu les anti-inflammatoires dans de nombreuses maladies infectieuses ne sont pas recommandés, notamment si elles ne sont pas accompagnées d'antibiotiques pour les maladies bactériennes. Donc, c'est un traitement dont on a plutôt tendance un peu à se méfier puisqu'il bloque la réponse immunitaire. En partant de cette connaissance globale, on a dit au début, n'en utilisons pas, toujours dans cette optique d'abord ne pas nuire. Il semblerait, d'après les dernières données, que ça n'est pas un effet négatif majeur, ni positif d'ailleurs, à la phase précoce. Et puis à la phase tardive, cette fois-ci, on utilise des corticoïdes à forte dose qui ont un effet puissamment anti-inflammatoire. Donc ça a plutôt un effet positif à la phase tardive, administré dans un contexte globalement médicalisé, d'hospitalisation, où on surveille les effets indésirables. Donc plutôt non à phase précoce sans que ça soit extrêmement dangereux. Et les gens qui prennent des anti-inflammatoires au long cours, on ne les arrête pas. Et on s'appuie sur cet effet pour les corticoïdes à la phase hospitalière. D'accord, merci. Voilà, dans la liste, tu avais fait un petit peu, Nathan, un panorama. C'est de l'ivermectine et la colchicine. On fait un peu la une de certains journaux. On peut en dire 2 mots rapidement. Non, c'est vraiment, on essaye de prendre les candidats de façon un peu objective. Objectivement, l'ivermectine, c'est un candidat qui n'a pas de grand essai randomisé qui vient appuyer son utilisation, que ce soit la phase précoce ou tardive. On a une méta-analyse de plusieurs essais de qualité assez moyenne. Et comme le dit bien Dominique Costagliola encore récemment, ce n'est pas en additionnant des mauvais essais qu'on a un bon résultat. Donc, pour l'instant, on n'a pas de quoi se prononcer, sachant que les gens qui font de la virologie, qui font de l'étude des dosages de médicaments, nous disent que ça a très peu de chances d'avoir un effet antiviral aux doses où on peut l'utiliser chez l'humain. Voilà. Après, la colchicine, vous avez entendu, il y a un essai dans la communication, me semble un peu discutable, qui a communiqué des résultats formidables. Et quand on a été amené à voir le préprint, finalement, on était sur des tout petits chiffres de réduction d'hospitalisation non significatifs, dans un essai qui est assez limite, qui est intéressant, qui a un beau résultat de recherche, mais qui ne permet vraiment pas, là, il me semble, de le recommander. Surtout qu'on sait que c'est un traitement
dont l'utilisation peut induire des effets indésirables graves. Je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Hansmann, mais en tout cas, je crois qu'on n'a pas de quoi utiliser à l'heure actuelle ces traitements. Et je crois, bon, merci. Je passe à la question d'après. On a évoqué un moment, c'est des copier-coller des questions, hein, mais enfin, je les ai mis dans un certain ordre. Les effets de la nicotine ont été suggérés. Alors, je vois plus rien si, j'ai vu quand même quelque chose, mais finalement, est-ce que l'un de vous deux peut dire où on en est de la nicotine? Et donc, qui était parti du constat qu'on avait l'impression au début qu'il y avait moins de fumeurs dans les personnes qu'on avait à l'hôpital, et on s'était posé la question d'un rôle protecteur éventuel de la nicotine, soit au moment de l'infection, soit après. Donc, un de vous deux peut en dire deux mots? Il faut mettre le micro, Yves. Ouais. Moi qui ne suis pas fumeur, ça m'a pas incité à débuter le tabagisme. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense que, disons, plus on analyse des facteurs qui peuvent être associés à une évolution plus ou moins bonne ou mauvaise, et plus on peut retrouver effectivement des corrélations qui restent quand même relativement faibles. Donc, je ne pense pas qu'il faut attendre un effet thérapeutique de la nicotine, même s'il peut y avoir peut-être une association expliquée par certains phénomènes physiopathologiques, effectivement. Mais je crois qu'il ne faut pas trop en attendre, effectivement. Moi, ce que j'avais cru comprendre, et ça renvoie à ce que vous avez dit dans votre introduction sur l'hydroxychloroquine et autres, c'est que les premières remarques autour de la nicotine venaient d'études qui étaient très fragiles en nombre de personnes, et que du coup, il y a eu un engouement. Et ce qu'on aura peut-être appris de cette pandémie, c'est qu'avant de faire un engouement, il faut s'assurer de quoi on parle, de la qualité des études, et que dès qu'on a eu des études un peu plus solides sur la nicotine, il n'y avait plus d'effet nicotine, si ce n'est un effet négatif par la suite, quoi. Alors, l'hydroxychloroquine, donc ça a créé des tensions de ce qu'on a vu, lu, mais ça, vous êtes mieux placé pour en dire deux mots, avec les familles, parfois avec les patients qui voulaient l'hydroxychloroquine et rien d'autre, dans les équipes. J'ai lu aussi que parfois c'était un petit peu compliqué au début. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et puis, dans les tensions, peut-être que Nathan pourrait dire toutes les menaces dont certains de lui et certains de ses collègues ont été victimes. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez dire ce qu'il en était avant et est-ce qu'aujourd'hui, la page est tournée ou on a encore tout ça? Oui, à l'heure actuelle, vraiment, moi, je constate, ça fait quelques semaines, voire mois, que c'est plus du tout un débat. Parmi les patients, ça fait très longtemps que personne ne m'a posé la question, les collègues non plus. C'est vrai qu'il y a pu avoir un peu de tension, je dirais, qui n'est peut-être pas uniquement lié à l'hydroxychloroquine, mais qui est plutôt sur l'approche par rapport à cette maladie nouvelle. Il y a, je pense, toujours des gens qui ont ce discours, bon, là, on ne sait pas ce qui marche, beaucoup de gens meurent, faisons quelque chose, on ne fera pas de mal. Moi, je me dis, déjà, on n'est pas sûr de ne pas faire du mal, et pourquoi pas cette optique, mais faisons-le dans un cadre qui nous permette, in fine, de conclure sur l'efficacité ou non. Ne le faisons pas sans se donner les moyens de savoir. Et donc ça, je pense, c'est vraiment moi, le discours que j'ai essayé de tenir. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent revenir pour d'autres traitements. Là, la question se posera pour d'autres molécules, à mon avis, dans d'autres contextes. Donc oui, il faut essayer. Et on a toujours dit, il ne faut pas rester passif par rapport à cette maladie, mais il faut essayer dans un cadre qui nous guide pour la suite et qui apporte sa pierre à l'édifice, quoi. Yves, tu veux dire un mot ou je passe à la question d'après? Oui, non, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathan. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Il reste, disons, effectivement, un certain nombre de collègues qui restent très attachés à cette idée d'hydroxychloroquine de façon, on va dire, pas très scientifique, hein. On est dans des convictions personnelles. Voilà, ça va pas au-delà, quoi. Mais disons, autrement, nous, on est plus sollicités pour mettre de l'hydroxychloroquine. On a quand même maintenant beaucoup d'études qui vont toutes dans le même sens, à savoir que ça n'apporte pas il n'y a pas d'intérêt, ni dans les phases précoces, ni dans les phases tardives de l'infection. La question est assez longue. Comment expliquez-vous que certains médecins persistent encore, c'est dans la continuité de ce qui était juste à dire, à soutenir des traitements non éprouvés? C'est quoi votre regard? Est-ce que c'est complètement marginal et qu'on n'a que 2-3 médecins, bon, on peut les citer, on les connaît un petit peu, Perron et d'autres, ou est-ce que, enfin voilà, quel est votre regard sur ça et comment l'expliquer? Donc la personne qui a posé la question a mis des hypothèses, mais voilà, comment expliquer que dans le milieu médical, il y a quand même quelques médecins qui défendent encore tout ça?
ça nous amènerait assez loin et puis peut-être à émettre des hypothèses dont je ne suis pas certain non plus. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans la discussion, mais on est là pour discuter. C'est intéressant. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je m'interroge beaucoup par rapport à ça. Ceci dit, je pense qu'effectivement, c'est vraiment des situations qui restent très, très marginales actuellement. On a depuis longtemps, alors moi, autour d'autres problèmes de santé comme la maladie de Lyme, déjà eu des expériences de ce type-là. Il y a effectivement une partie, disons, de la médecine qui s'est fait une spécialité de choses qui sont assez éloignées de ce qu'on peut appeler une médecine scientifique. Alors moi, j'ai un regard relativement bienveillant par rapport à ça, dans la mesure où il faut reconnaître qu'en médecine, on ne répond pas à toutes les demandes des patients. C'est-à-dire qu'on sait très bien diagnostiquer des maladies, on sait très bien soigner les maladies qu'on connaît. Ça, on est plutôt bon là-dedans, je pense, sans vouloir être trop prétentieux. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas très bien diagnostiquer, ce qu'on ne sait pas très bien expliquer sur le plan scientifique, eh ben, on le soigne très mal. Et du coup, il y a quand même beaucoup de situations pour lesquelles on n'a pas de réponse très précise, mais ce sont des situations qui, globalement, ne représentent pas des maladies très graves dans le sens médical du terme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des maladies qui vont mettre en danger la vie des patients. Donc, c'est plutôt de l'ordre du malaise, du mal-être, de la fatigue, du sentiment de ne pas être tout à fait bien dans sa peau, des choses qui sont un petit peu à la limite de la médecine. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un pan de la médecine qui s'est un peu spécialisé. Effectivement, on peut citer l'homéopathie, la naturopathie, mais également des techniques, on va dire, de méditation, des techniques de yoga, par exemple, qui sont plus dans la médecine, qui sont à l'extérieur de la médecine. Et je trouve que c'est bien de mettre ces techniques-là plutôt à l'extérieur de la médecine, même si elles participent aux soins des patients. Et là, ce qui, moi, m'embête dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des médecins qui veulent, sous prétexte qu'ils sont médecins, faire croire qu'ils ont une démarche scientifique et qu'avec cette démarche scientifique, ils défendent leurs convictions qui sont basées sur des médicaments ou, disons, des techniques thérapeutiques non éprouvées. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à une manipulation ou à quelque chose de biaisé. Voilà, on utilise l'argument scientifique pour faire passer des techniques qui n'ont rien de scientifique. Et ça, je trouve que ce n'est pas tout à fait correct par rapport aux patients. Alors après, pourquoi ces médecins le font, j'en sais rien. Je pense qu'il y a beaucoup d'explications. Il y a effectivement buzz, ego, probablement. Tout ça, ça interfère. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'autant on peut comprendre que des patients désorientés qui ne trouvent pas une réponse se tournent vers toutes sortes de choses, autant c'est vrai qu'on l'admet un petit peu moins d'un médecin qui peut être aussi désemparé quand il ne trouve pas de solution pour ses patients. Enfin, on peut estimer qu'il a une formation scientifique et médicale et que ça ne devrait pas le tourner vers n'importe quoi. Alors, là, on devient plus technique, c'est un peu en vrac. Hein. Donc, on suppose que je crois que c'est Nathan qui en a parlé, des anticorps monoclonaux. Donc, c'est ce qui a servi à soigner Trump. Est-ce que c'est très coûteux? Alors, on a un peu évoqué, on peut en dire deux mots, l'efficacité, donc en évaluation. La question, c'est le coût associé. Alors, donc, Trump a été soigné avec différentes molécules, hein, et notamment le remdesivir, qui est la molécule recommandée de façon très large aux États-Unis, hein, sur la base des essais cliniques qu'ils ont menés, qui n'est pas une molécule recommandée d'utilisation en France. Et puis, il a été traité notamment par un cocktail de 2 anticorps monoclonaux qui n'est pas disponible actuellement en France. Donc, en Allemagne, il y a une utilisation assez récente là, d'un anticorps monoclonal, et ça fait partie des discussions en France d'essayer de s'en procurer, et reste à bien définir pour qui et voilà, quelles sont les données vraiment qui supportent son utilisation. C'est un traitement qui est coûteux, hein, ça c'est clair, c'est des traitements beaucoup plus chers que des traitements repositionnés. C'est des traitements qui ont été développés de façon ciblée contre ce virus, et il y en a beaucoup, et beaucoup d'industries pharmaceutiques se lancent dans la production d'anticorps monoclonaux, donc il y en a un grand nombre. Ils ont montré une efficacité pour l'instant dans les premiers essais cliniques en phase précoce pour prévenir l'aggravation et pour diminuer la nécessité d'hospitalisation. Mais on reste sur des petits nombres dans des populations ciblées. Donc je pense qu'il est nécessaire là d'attendre un peu pour bien savoir quelle est leur place et quelle est leur utilité.
Alors, sur les variants, on va laisser de côté, alors j'ouvre une parenthèse, les variants et la vaccination. On a en tête de faire une conférence spécifique sur la vaccination. Ça n'empêche pas qu'on ait éventuellement par la suite des questions sur la vaccination, mais enfin, comme l'heure tourne, c'est peu probable. Ici, la question, c'est les variants sont-ils plus délétères par la maladie qu'ils induisent? Et est-ce que les traitements aujourd'hui sont les mêmes, quels que soient les variants? Dans l'état actuel de nos connaissances, les variants ne sont pas beaucoup plus délétères. En tout cas, dans le variant anglais, qui est celui qu'on connaît le mieux, il n'y a pas eu clairement d'identification d'augmentation de la virulence du SARS-CoV. C'est plutôt une augmentation de la transmissibilité. Après, pour les variants sud-africains et brésiliens, c'est peut-être un petit peu plus difficile de répondre, mais il faut quand même reconnaître que la prise en charge des patients n'est peut-être pas tout à fait la même dans ces différents pays, et donc il est difficile d'avoir des données, on va dire, fiables et solides qui permettent de dire oui, ce variant est plus virulent que d'autres. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est la position des autorités, on va dire, européennes, ce qu'on appelle le CDC, donc ce sont les personnes donc c'est l'European Control for Disease, qui contrôle, disons, qui étudie l'épidémiologie des maladies infectieuses et se positionne en disant que pour l'instant, cette histoire de virulence n'est pas, on n'a pas de réponse pour savoir s'il y a plus de virulence chez les variants. Par rapport au traitement, dans la mesure où actuellement, comme l'a dit Nathan, on n'avait pas de médicaments spécifiquement efficaces sur le virus, on va plutôt utiliser des techniques et des médicaments qui vont être efficace sur la réponse inflammatoire qui est induite par le virus. Disons, tous ces médicaments, toute cette prise en charge est la même, quel que soit le variant, c'est la même prise en charge. Après, évidemment, la question, c'est sur la vaccination, mais comme a dit Jean-Paul, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va aborder ici, et puis on n'a pas beaucoup de réponses non plus par rapport à ça. Mais la prise en charge thérapeutique est la même. Et si, juste en une phrase, ça va être un point majeur, les questions de variants, pour les anticorps monoclonaux, puisqu'ils sont adaptés à une certaine réception au virus, et c'est les mêmes sites qui changent chez les variants. Donc, c'est vraiment un point qui est pertinent pour les anticorps monoclonaux. Ce qui veut dire qu'il va falloir, chaque fois qu'on va faire une évaluation, par exemple, d'anticorps monoclonaux pour montrer que c'est efficace, il faudra refaire l'évaluation sur chacun des variants. Oui, en tout cas, c'est demander de suivre un peu dans les essais cliniques quels variants on traite et de voir si l'efficacité est différente. Mais oui, c'est... J'ai une question qui n'est pas sur le transparent, mais je la vois s'afficher. Comme on a parlé de différentes molécules qui pouvaient marcher ou pas marcher, on a donné un commentaire. La vitamine D, on a dit beaucoup de choses. L'Académie en a dit des choses. Est-ce que l'un d'entre vous veut commenter? Contrairement à la cigarette, la vitamine D n'a jamais fait de tort, sauf si on la prend en trop grosse quantité. Il faut quand même savoir qu'il y a des limites. Mais là également, c'est toujours difficile dans ces études qui analysent tous les facteurs de risque. Disons, il ne faut pas compter sur la vitamine D pour être protégé. Je pense que ça peut être un élément. Je pense que on a tous besoin de vitamines, et quand on est en bon état nutritionnel, il est évident que le corps peut mieux se défendre contre les infections en général. Donc, toute personne qui est en bon état nutritionnel va avoir un taux de vitamine plutôt bien, et on peut imaginer qu'il saura mieux résister au virus. Donc, je pense qu'on est encore dans des discussions sur des éléments qui sont difficiles à évaluer. Ça ne fait pas de mal de prendre la vitamine D, probablement. Ça a été associé dans des études à une meilleure... à moins de risques par rapport aux formes sévères de Covid, mais de là en utiliser à des fins thérapeutiques, je pense que c'est un petit peu trop éloigné de ce qu'on peut envisager. Donc voilà, je pense que plus on va démultiplier tous les éléments qui peuvent contribuer à notre bonne forme physique, et plus on va pouvoir trouver d'autres éléments qui vont pouvoir nous protéger éventuellement de la Covid sans que ce soit vraiment directement en lien. Ok. On va prendre, il doit rester 4-5 questions. On a quand même une règle d'essayer de ne pas durer plus d'une bonne heure, 1h15. J'ai copié-collé là une question un peu technique, mais comme il y a eu 2-3 questions qui tournaient autour de ça, l'un d'entre vous peut-il faire un rapide commentaire? Je dirais, au-delà de la réaction inflammatoire des microcoagulations, tout l'enjeu de cette maladie, c'est la gravité, dans la très grande majorité des cas, et autour de l'oxygénation, c'est-à-dire des échanges
qui permettent d'avoir assez d'oxygène dans le sang. Et donc, la pierre angulaire de la prise en charge de ces patients, c'est de mettre en place de l'oxygène supplémentaire à celui qu'il y a dans l'air, donc soit en faisant des lunettes qui se mettent dans le nez qui délivrent de l'oxygène, ou des masques, ou différentes modalités d'administration d'oxygène, de façon à maintenir le niveau d'oxygène qui est nécessaire pour la vie. Donc voilà, effectivement, le fait qu'il y ait des petites thromboses peut jouer, mais l'oxygénothérapie, c'est vraiment la pierre angulaire de notre prise en charge. Et on met, pour lutter contre la réaction inflammatoire, des corticoïdes, et on met, pour lutter contre le risque de thrombose, des anticoagulants à dose préventive. Donc voilà, c'est une façon de résumer avec cette question un peu la prise en charge. Mais... Ok. On a parlé de remdesivir, alors même si ce n'est pas vous qui êtes décideur politique, mais enfin, comme cette question revient souvent, l'un d'entre vous veut dire, entre guillemets, les 2 milliards d'euros de commandes de l'Union européenne sur le remdesivir. Alors, je renvoie à un article qu'a coécrit Nathan et qui est en ligne sur notre site, qui a été publié dans Sciences et Pseudosciences de janvier et qui traite du remdesivir. Un commentaire là-dessus? Ouais, moi je pense que c'est vraiment autour de remdesivir, probablement, c'est vraiment l'autre penchant de la pièce pour l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire il y a eu autant de désinformation sur le remdesivir que sur l'hydroxychloroquine, et en fait, il y a eu tout un jeu qui a consisté à mettre dos à dos ces deux molécules. Nous, notre objectif, ça a toujours été d'être objectif aussi bien sur le remdesivir que sur les corticoïdes. Ce qu'il faut voir, c'est au moment où l'Union européenne achète du remdesivir, c'est le seul traitement antiviral qui présente des essais randomisés en faveur de son efficacité. Des essais randomisés conduits par le National Institute of Health, de gros calibre, de bonne qualité, qui montrent, et ça ne nous a pas paru suffisant à l'échelle individuelle et je dirais en recherche, qui montrent une diminution de la durée d'hospitalisation. Et certains arguaient aussi, écoutez, le problème de cette maladie, c'est que les lits d'hôpitaux sont pleins. Et donc, moi, si je si je réduis la durée d'hospitalisation, ça me va. Et donc, ça a été acheté comme une molécule extrêmement prometteuse. Et donc, bien sûr, il n'y avait pas toutes les données. Et là, en consolidant les données, on a l'impression aussi bien via Solidarity que via Discovery que le remdesivir n'est pas si efficace, ne baisse pas la mortalité. On n'a peut-être pas la réduction de durée d'hospitalisation qu'on espérait. Et notamment parce qu'en France, on s'est battu pour continuer à l'évaluer. Et finalement, probablement, la France sera le pays qui a apporté le plus de données sur le remdesivir avec les États-Unis et qui a été dans l'autre sens des recherches américaines. Moi, ce que je me dis, c'est que sans juger les décideurs dans un sens ou dans un autre, quand ils ont pris cette décision et que c'était la seule molécule efficace, s'ils n'en avaient pas acheté et que les données américaines se confirmaient, on aurait probablement crié au scandale. S'ils en ont acheté, il se trouve que c'est pas le traitement qu'on espérait radical. Nous, on ne l'utilise pas, Discovery montre que ça ne marche pas. Mais il faut, dans un contexte de maladie émergente, il ne faut pas non plus attendre que ça soit certain qu'une molécule marche, j'imagine, pour acheter. Parce que c'est le problème qu'on a des vaccins, c'est-à-dire que les autres ont aussi besoin de stock. Donc c'est toujours une décision à prendre en fonction des données disponibles. Il y a une prise de risque. La France n'en a pas acheté, pour être précis, et elle n'en a pas acheté notamment parce que je pense beaucoup de personnes, dont les sociétés savantes, etc., ont dit on n'est pas certain que ça va être utile. Mais voilà, il y a des. On pourrait reparler aussi du problème des vaccins pour quand c'était Mme Bachelot qui était ministre. Il faut aussi probablement anticiper dans une crise, même si tous les choix ne se révèlent pas être les bons. Donc voilà. Bon, je crois que c'est clair. Effectivement, il faut prendre des décisions en fonction de l'état des connaissances disponibles, mais en faisant des projections sur ce que sera la situation 6 mois après avec la connaissance d'aujourd'hui. Et donc, comme tu dis, il y a des risques. La dernière question que j'ai notée, mais vous voyez, on en a 57 et j'en ai mis qu'une quinzaine, donc on ne pourra pas toutes les prendre. C'était, ça revient sur une partie de l'exposé de Yves. La place, on a dit beaucoup de choses sur la place des cliniques privées. N'ont-elles pas été incluses dès le premier confinement dans le parcours de soins, notamment dans le cadre de la réanimation? Donc voilà, est-ce que l'un d'entre vous a envie de commenter la place qui a été donnée ou pas aux cliniques privées dans la prise en charge à l'hôpital des patients? Oui, je peux intervenir. Alors, je pense que ça a été assez variable d'une région à l'autre, dans la mesure où chez nous, dans le département, les cliniques privées ont été impliquées
en particulier pour la prise en charge des patients en réanimation. J'essaie de me souvenir la date, mais dès mi-mars. Donc, je crois que c'était à peu près vers le 14-15 mars. Il y a une décision effectivement de l'ARS de donner des autorisations à ces cliniques pour ouvrir des lits de réanimation. Et je crois que ça n'a pas été le cas effectivement partout. Donc, je crois que on est vraiment complètement dans l'interaction qu'on peut avoir, parce que c'était une demande qui émanait de l'ensemble des acteurs, puisque nous, on voyait que nos lits de réanimation nos services de réanimation n'étaient plus en mesure d'assurer la prise en charge de tous les patients qui arrivaient. Et de façon assez naturelle, on se retourne vers les ressources qui sont disponibles. Et parmi ces ressources, il y a des cliniques privées. Et il y a eu effectivement pas mal de réunions entre les différents centres hospitaliers, les cliniques privées, sous la direction de l'ARS. Et ça s'est, on va dire, pas trop mal passé. Ça aurait certainement pu mieux se passer, mais disons, c'est un exemple qu'il faut savoir retenir, que dans des situations effectivement extrêmes, les cliniques privées peuvent avoir leur rôle. Après, c'est quand même difficile parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Je veux dire, on n'a pas la même façon de travailler. Une clinique privée, on va lui demander d'arrêter son activité qui a quand même un intérêt de rentrée d'argent. Donc, c'est douloureux pour eux aussi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une discussion et qu'il y ait une entente entre les deux. Mais en tout cas, dans le Bas-Rhin, ça s'est pas trop mal passé. En tout cas, il y a une vraie aide entre cliniques privées et ça s'est remis en place là, récemment de façon un petit peu plus limitative. Mais on attend régulièrement des transferts de patients de cliniques privées vers chez nous et dans l'autre sens pour justement pallier un petit peu aux tensions qu'on connaît les uns et les autres. Merci. Nathan, tu veux dire un mot ou... Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Yves, Nathan, un dernier mot avant que je redonne la parole à François-Marie. Oui, merci à tous d'être là, mais effectivement, moi je crois que ce qui est important, c'est qu'on essaye à partir de cette expérience je pense que c'est extrêmement intéressant de voir comment on a dû s'organiser à tout point de vue, sur le plan scientifique, sur le plan organisationnel. Il y a plein de bonnes choses à prendre. Et moi, je trouve que c'est effectivement un petit peu dommage de voir apparaître des critiques un petit peu partout qui ont pour objectif d'être un peu plus destructeurs que constructifs. Et c'est vrai que c'est parfois difficile. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais je crois que ça nous a quand même appris beaucoup de choses à nous et à l'ensemble de la population. Et je pense qu'il faudrait, on va dire, capitaliser un petit peu là-dessus. Merci. Oui, Nathan? moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, comme peut-être on l'a vu au cours de cette discussion, évaluer un traitement dans le cadre d'une maladie avec ce qu'on a connu à l'hôpital, c'est-à-dire au début une vague qui montait inexorablement, une explosion de cas qui ont encore plus connu dans l'Est, c'était extrêmement compliqué. Et pour savoir qu'un traitement est efficace, pour connaître comment l'utiliser, bien l'utiliser, le maîtriser, ça demande beaucoup d'études. On ne peut pas se fier aux premières données qui sont publiées. Ça demande une analyse un peu critique. Et donc, c'est parfois frustrant, je pense, pour les gens. Et c'est notre rôle de médecin, de scientifique, de vraiment expliquer ça, expliquer qu'on ne peut pas sauter sur les premières molécules qui viennent en étant persuadé d'avoir la solution et qu'il faut se donner les moyens de les évaluer et de les évaluer objectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il y a eu énormément de points positifs. La France a quand même été un pays qui a fait des très belles choses en recherche, et même médicalement par rapport à la Covid-19. Je regrette un peu que tout soit aussi compliqué. Quand je vois ce qu'on peut subir pour essayer de défendre une position qui me semble plutôt raisonnable, c'est-à-dire de dire attendons de savoir si ça marche ou pas, ne donnons pas n'importe quoi aux gens. Je me dis qu'il y a probablement quand même un problème quelque part. Alors peut-être de notre fait aussi, parce qu'on n'a pas assez communiqué, mais bon, on peut se concentrer sur le positif, mais le climat est tendu, effectivement. Merci. François-Marie. Un très, très grand merci aux deux intervenants de ce soir. Ça a été vraiment un succès. On avait plus de 300 personnes qui étaient connectées et qui sont restées là pour la plupart jusqu'au bout. Donc, ça montre vraiment l'intérêt que tout le monde a eu pour cette conférence. Donc, bonsoir à tous et j'espère à une prochaine fois, donc dès la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science.
De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.